médicales universitaires comme les HUG de prendre la mesure de ce que ça signifie quand on a la tête d'une institution qui non seulement soigne les autres, mais pollue aussi dans son activité. Alors, à titre d'exemple, les HUG rejettent plus de 100 000 tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère. Les HUG consomment l'équivalent de 135 piscines olympiques d'eau chaque année. Alors heureusement, grâce à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on entendra le professeur Arnaud Perrier tout à l'heure nous parler aussi, et notamment de Smarter Medicine, où on cherche, comme ça a été relevé par Johanna Sommer, à prescrire des médicaments, à utiliser la médecine de la manière la plus parcimonieuse et efficace possible pour éviter de polluer lorsque c'est inutile, mais aussi, je dirais, dans nos infrastructures, dans notre environnement, dans notre manière de gérer l'institution, eh bien nous progressons vers une conscience écologique, vers une meilleure prise en compte des enjeux climatiques, et ils sont nombreux. Alors à ce jour, près de 50% de nos véhicules sont électriques, à ce jour, près de 50% de nos employés viennent en vélo ou à pied ou en utilisant les transports publics. C'est bien, mais c'est pas assez. La montagne est devant nous, on est au pied de cette montagne, à nous de la gravir. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que nous avons à Genève créé la Geneva Initiative for Sustainable Hospitals, désolé ça en anglais, mais avec la Fédération internationale des hôpitaux, nous avons créé, grâce au soutien d'une fondation privée genevoise, une initiative visant à donner à tous les directeurs et toutes les directrices d'hôpitaux dans le monde des clés, des outils, des incitatifs pour réussir à réfléchir à l'impact environnemental qu'ils ont dans leur activité et à réduire cette activité-là. Rien qu'au niveau mondial, les hôpitaux représentent 7% des émissions de gaz de CO2. Et rien que ça, si on le réduit d'1%, de 2%, on aura véritablement gagné une petite bataille. Pas toute la bataille, mais une petite bataille. Alors ce soir, agissons ensemble, je me réjouis que vous soyez tous là. J'étais à un dîner il n'y a pas très longtemps où un ami m'a dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais de différent cette année par rapport au climat de ce que tu faisais l'année dernière ?» Alors c'est la question que j'ai envie de vous poser à vous toutes et à vous tous. Et vous? De m'avoir fait l'honneur de vous présenter aujourd'hui cette conférence, c'est aussi une responsabilité. On a parlé environnement, climat, santé, parlons d'anthropocène, cette ère dans laquelle nous sommes, comme sur un tapis roulant qui va très vite. Cette grande accélération, c'est déjà la démographie, la population qui a augmenté. On était au début du siècle précédent, au début du XXe siècle, on était 2 milliards d'habitants, on est plus de 7 milliards et on sera bientôt 10 milliards avant 2050. Une population qui a envie de tirer les bénéfices de toutes les innovations, de tout ce dont nous bénéficions dans les pays riches, une population qui a envie de s'enrichir et qui crée du produit intérieur brut. Une population qui utilise de plus en plus d'énergie, qui utilise l'eau, en particulier l'eau potable, de façon évidemment totalement proportionnée, qui utilise des engrais de façon totalement proportionnée à la croissance démographique, en tirant au maximum sur la planète et ses ressources, et une population devenue, depuis moins de 50 ans, extrêmement mobile. Et on le voit, on en voit les conséquences tous les jours. On a vu dans la pandémie de Covid, et on voit dans le simple mois de mai à quelle vitesse la variante du singe se répand dans le monde. On voit que cette mobilité énorme et freinée a des conséquences sanitaires immédiates. Et, par conséquence, augmente les gaz à effet de serre, augmente le dioxyde de carbone d'une façon inégalée dans l'histoire de notre planète. Les océans qui essayent de capter une partie de ce CO2 s'acidifient, sachant que la plupart des populations vivent sur les zones costales et profitent des ressources de l'océan. Cet océan est à lui-même menacé. Et puis, il faut bien vivre, il faut bien loger cette population qui grossit, il faut la nourrir. Elle se nourrit en plus en utilisant du bétail qu'il faut lui-même nourrir. Tout cela crée de la déforestation de façon également inégalée. Cette déforestation nous rapproche encore plus
d'espèces sauvages que nous n'avions pas l'habitude de côtoyer, et émerge un grand nombre de maladies transmissibles. Et enfin, nous perdons des ressources inouïes de biodiversité. Nous détruisons la biodiversité en permanence par tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Bien sûr, tout ça s'accompagne, on le voit tous les jours, on le voit la semaine dernière encore, d'une augmentation totalement inouïe de la surface du globe, de la température de la surface du globe. Vous voyez bien que quand on parle du dérèglement climatique, tout cela va bien au-delà du changement climatique, du réchauffement climatique, il est un des indicateurs. En fait, les impacts de l'anthropocène sur la santé sont très très nombreux. On pense bien sûr souvent aux maladies transmissibles, j'en ai déjà donné 2 exemples dans cette introduction, mais en fait, on voit que des conflits civils, des conflits armés vont émerger du fait que certaines zones du globe sont invivables. Certaines personnes disent, c'est débattu sur le plan scientifique, mais certaines personnes disent que le conflit en Syrie par exemple, qui était justement dans un des épicentres du réchauffement climatique, très forte chaleur, très forte sécheresse, rendant pratiquement invivable cette zone du globe, aurait été à l'origine ou aurait contribué à la guerre en Syrie. Des migrations, des blessés, des maladies, des violences. Les intempéries, la transmission des maladies transmissibles, la canicule, ça a été dit par Jonas Senner tout à l'heure, mais j'y reviendrai. La pollution de l'air, ce n'est pas l'effet du changement climatique, la pollution de l'air, mais ce sont les mêmes gaz à effet de serre qui viennent polluer les environnements urbains, par exemple, et qui entraînent un très grand nombre de dégradations des fonctions respiratoires. Et puis les denrées alimentaires sont menacées, j'y reviendrai. Et les événements extrêmes, on n'y fait pas attention, on se dit on peut s'habituer à quelques degrés de façon très incrémentielle de température sur la surface du globe. C'est possible, c'est vrai que l'homme sait s'habituer à des changements doux. Mais les événements extrêmes, les ouragans, les inondations, les feux sont autant d'événements pour lesquels il est extrêmement difficile de s'adapter. L'une des choses que l'on réalise aussi, c'est cette formidable injustice du dérèglement climatique. Parce que si nous sommes, en fait, les 10% des pays les plus riches de la Terre émettent plus de 50% de gaz à effet de serre, donc nous sommes les grands émetteurs des gaz à effet de serre. En revanche, ceux qui en souffrent, aujourd'hui, que dis-je, depuis 20 ans, selon l'OMS, c'est les pays les plus pauvres de la planète, et en particulier l'Afrique subsaharienne, qui est très peu émettrice de gaz à effet de serre. Cette injustice, elle est en train de rendre des zones entières de la planète simplement invivables, simplement inhabitables. Pas simplement pour cultiver, mais aussi pour travailler dehors, pour vivre. On ne peut plus vivre dans certains endroits de la planète aujourd'hui. On pense aux sécheresses. On pense rarement que les sécheresses sont des causes de mortalité des petits-enfants. On pense souvent aux canicules et à nos seniors, ce qui est exact, mais la sécheresse est aussi un lieu de diarrhée infantile sévère, qui est une des grandes causes de mortalité, en particulier en Afrique subsaharienne. On sait bien sûr que la pullulation des vecteurs, le moustique tigre, est arrivé d'abord dans le Tessin, puis on l'a identifié à Genève, il monte dans toute l'Europe. On sait aujourd'hui qu'il est responsable de la dengue, du chikungunya, du Zika, de la fièvre jaune, et que ces pathologies ne cessent d'augmenter dans le monde. On oublie parfois, pas simplement par cette éco-anxiété que génère notre discours aujourd'hui et qui est nécessaire, mais aussi parce que la migration, parce que ces feux de forêt, la perte de son logement, la perte parfois des terres inondées ou submergées, font que la santé mentale également paie un très lourd tribut à ce changement climatique. Vous vous souvenez tous de l'année 2003 et de ce mois d'août terrible, 78 décès de nos personnes âgées en Europe. Mais depuis, on s'est un peu adapté, on a un peu amélioré les choses, on arrive un peu à s'adapter. Mais quand il y a des événements extrêmes,
quand on est à 15 degrés de température supplémentaire à la normale, comme la semaine dernière, il est bien difficile d'arriver à s'habituer. Tout le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne va pas souffrir de façon égale du réchauffement climatique. En particulier pour les cultures, l'impact, vous le voyez, sera principalement dans les zones qui sont les plus faiblement émettrices de ces gaz à effet de serre. Il y a même des pays qui vont en bénéficier. Il y a des personnes qui disent que si la Russie a lorgné sur l'Ukraine, c'est parce que ce sont des greniers à céréales dont les rendements vont même augmenter et que faire l'impasse sur ces rendements, c'est peut-être quelque chose de stratégique aujourd'hui pour ces pays. Vous voyez que le changement climatique s'inscrit dans l'ensemble de toutes nos dispositions, de toutes nos façons de vivre, mais aussi dans la géopolitique. Je ne parle pas ici de tout le reste, des intempéries, des insectes invasifs, des maladies infectieuses qui peuvent d'ailleurs venir perturber les zones dites vertes du globe. Par exemple, la semaine dernière, ce tweet d'un agrométéorologue qui nous explique que cette température incroyablement élevée, de plus de 15 degrés supérieure aux normes saisonnières, arrive à un très mauvais moment dans les récoltes de l'Europe, et en particulier de l'Europe de l'Ouest, puisque c'est le moment du remplissage du grain, et que peut-être ce moment va être perdu pour les céréales et entraîner des pertes de récolte importantes. Je voudrais ici, en particulier parce que je suis médecin, parce que des étudiants en médecine ont organisé cette journée, parler de ce concept des co-bénéfices. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent bien. Ici, c'est le secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est tous les jours que nous mangeons. Prenons l'assiette des Nord-Américains, elle n'est pas très éloignée de l'assiette des Suisses. Beaucoup trop de viande rouge, beaucoup trop de féculents, d'œufs, de volaille, de laitage. Le petit cercle 100%, c'est une alimentation équilibrée, à la fois vis-à-vis de notre santé, mais aussi vis-à-vis du climat. Ce qui est bon pour notre santé s'avère bon pour le climat. L'idée d'éco-bénéfice, c'est vraiment de dire mangeons équilibré sur le plan diététique pour sauver la planète, parce que 80% des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur agroalimentaire est représenté par les élevages et par le bétail. Donc mangeons mieux et nous sauverons des vies ici même. Nous sauverons 10 millions de morts prématurées selon cette étude du Lancet. De la même façon, notre mobilité. Ça a été évoqué par Bertrand Levrat pour les HUG. Les Suisses ont l'habitude de davantage utiliser des mobilités actives. En fait, les mobilités actives, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour notre santé. Ce qui est bon pour notre santé cardiovasculaire, respiratoire, car moins de pollution atmosphérique, mentale, santé mentale, moins de bruit dans nos cités, c'est également bon pour la planète. 22% des émissions de gaz à effet de serre, dont 44% c'est la voiture individuelle. Et vous voyez que si on a des visions très ambitieuses de profondément transformer nos mobilités actives, on est capable de doubler nos années de vie en bonne santé, de diminuer ainsi les pertes d'autonomie et d'augmenter la qualité de notre vie. Enfin, des co-bénéfices sur notre utilisation d'énergie. On a une utilisation d'énergie fossile qui est extrêmement nocive pour la planète, mais utiliser des énergies renouvelables, c'est véritablement quelque chose qui est un défi qui nous est lancé. Dans ces petits carrés, vous avez toute la consommation énergétique du monde. On n'est pas capable, c'est un peu une utopie, on n'est probablement pas capable d'aller dans les déserts algériens récolter toute l'énergie du monde et la redistribuer. Mais nous sommes addicts à l'énergie. Nous sommes addicts à l'énergie et il nous faut absolument davantage, dans le cadre de cette addiction, au moins utiliser des modes de réduction de risque, d'utiliser de l'énergie solaire. Et en plus, ce sera bon pour notre santé respiratoire. Alors agissons maintenant à tous les échelons. On a parlé, on parle souvent, quand on pense au changement climatique, on pense d'agir
On demande à nos gouvernements d'agir, on demande aux organisations internationales d'agir, et c'est vrai. Mais c'est vrai, et Bertrand Levrat a raison de le dire, balayons déjà devant notre porte. Le secteur de la santé, puisque je dis que j'en faisais partie, eh bien, si c'était un pays, le secteur de la santé dans le monde, ce serait le 5e émetteur de gaz à effet de serre. Vous vous rendez compte? 5e émetteur. Eh bien, oui, les hôpitaux sont en train de s'organiser. Le NHS britannique, donc c'est tous les hôpitaux publics britanniques, sont en train, et c'est le premier pays au monde qui a décidé ce plan zéro émission en 2050. S'ils font zéro émission en 2050, ils expliquent comment ils vont faire. Ils expliquent en effet pourquoi, pour beaucoup de très bonnes raisons, c'est pour des raisons sanitaires, le plus souvent que le secteur de la santé jette des dispositifs médicaux à des blisters pour les médicaments, beaucoup de choses polluantes, une énorme empreinte écologique. On utilise des hélicoptères, parce que dans les 90 minutes, il faut vous poser un stent si vous avez un infarctus du myocarde, tout ça on le sait. Mais comme le dit Johanna Sommer, il y a tellement de gâchis, tellement de gaspillage. L'OCDE a chiffré les gaspillages dans nos pays à au moins 20% des dépenses de santé. Et probablement, c'est davantage. Espérons que bientôt, les hôpitaux universitaires de Genève viendront avec la même ambition, zéro carbone en 2050. C'est un souhait que je fais ce soir. Alors, à nos étudiants et à nos professionnels de santé, je voudrais donner 7 recommandations. D'abord, il faut se former à la santé planétaire, continuer à se former comme on le fait ce soir. Ensuite, il faut communiquer. Et beaucoup communiquer avec ses patients, communiquer avec le public, communiquer sur les réseaux sociaux. Il va falloir répondre aux urgences, se préparer aux catastrophes naturelles, parce qu'il y aura des événements extrêmes qui frapperont y compris nos pays, et on aura besoin d'être sur le pont. Il faut expliquer avec patience aux patients les co-bénéfices. Il ne s'agit pas seulement d'aller sauver les ours sur la banquise, il s'agit même de sauver ma propre peau. Il s'agit d'avoir une meilleure santé pour avoir des années de vie qui vont être longues, statistiquement, autant qu'elles soient en bonne santé, de bonne qualité. Il faut sans doute être crédible par l'exemple que l'on essaie de montrer. Et puis, il faut monter sur les strates. Alors, je vais vous proposer quelques éléments aujourd'hui pour jouer ce soir. Parce que c'est à nous de jouer ce soir. C'est-à-dire, je pense que je ne vais pas vous transformer en végétarien ou en vegan. Mais peut-être, nous pouvons tous diminuer de 30% un certain nombre de choses. Nous pouvons diminuer notre consommation de viande rouge. Nous pouvons diminuer notre consommation de tabac. Vous savez, le tabac, ça nécessite des cultures qui sont extensives, qui nécessitent beaucoup d'eau, qui font beaucoup de pollution, qui déforestent et qui contribuent au réchauffement climatique. On peut augmenter de 30% notre consommation de fruits et légumes, notre huile, notre consommation d'huile. On peut diminuer, on ne va pas arrêter de voyager, d'accord? On ne va pas arrêter de prendre sa voiture, pas du jour au lendemain. On peut peut-être diminuer de 30% son voyage en avion, sa voiture. On peut augmenter sa mobilité de 30%. Augmenter sa marche à pied, son vélo, ses transports publics urbains. Arrêtons de mettre la télévision en mode veille quand on parle le week-end. Éteignons-le. Pareil pour notre ordinateur quand on parle du bureau le soir. Éteignons-le. On peut essayer de le faire 30% plus souvent qu'on le faisait jusqu'à présent. Et puis, les déchets plastiques, on peut aussi essayer d'y penser. On n'a pas eu beaucoup de réflexions sur les masques. Les masques FFP2, c'est ce qu'il y a de mieux quand il y a beaucoup d'aérosols contaminés. C'est sûr, et je suis totalement d'accord et convaincu. Les masques en tissu, c'est mieux pour l'environnement. Et parfois, peut-être qu'il faut accepter de réduire un petit peu moins le risque, mais de préserver un peu plus notre planète. C'est l'heure de changer. Voilà. Je voudrais maintenant passer la parole. Impressionné. Il faut impressionner. Il y a 50 ans, le rapport Meadows nous a dit que dans 50 ans, le monde se trouvera en catastrophe, à moins qu'on ne change fondamentalement notre façon d'exploiter la nature. Rapport Meadows, un pied dans l'eau. Sans état d'âme, on a continué, emporté par le rouleau compresseur de la folie économique, de la folle économie libérale.
Et puis, il y a eu Greta Thunberg et beaucoup d'autres. Les lignes ont commencé à bouger, doucement, beaucoup trop doucement, parce que l'être humain n'aime pas changer son petit confort. L'an passé, la Suisse a refusé la toute petite loi sur le CO2. Et il y a 2 semaines, 60% des gens de ma commune ont refusé le petit point d'impôt pour le climat que demandait le conseil communal. On m'a dit, je viens de faire le plein de ma bagnole. J'en ai eu pour 100 balles. Ça suffit la pompe Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a donc dans la tête? Pourtant, il y a un virus qui a montré que sans avion, le ciel est plus bleu et que sans voiture, l'air est plus pur. Surtout, il a prouvé que quand on veut, on peut. Nous avons cru un moment que nous ne repartirions pas comme avant. Eh bien non. Le monde insiste à courir vers la catastrophe. Tombe alors la guerre en Ukraine, qui nous lance brutalement à la figure que non, nous ne continuerons pas comme avant. Il est trop tard pour regarder le temps passé. Nous n'avons plus le choix, il va falloir tout changer. Notre système par lequel chacun, chaque groupe, chaque nation pense pouvoir faire comme il en a envie n'est plus viable. On nous a dit 3 ans. 3 ans pour tout changer. Ouf! Hélas, non. Pas 3 ans. Maintenant. Sinon, nous dit-on, nous risquons de nous trouver ici, en Suisse, dans le noir et le froid l'hiver prochain. Peut-être. Ce qui est certain, c'est que le monde est en crise géopolitique fondamentale. Il y aura des famines, des guerres, des effondrements économiques. Nous avons eu chez nous pendant bien des années une jeune Somalienne. À 15 ans, ce n'est pas pour des vacances qu'elle est venue en Suisse. Elle avait été enlevée sur le chemin de l'école par un groupe de révoltés, puis elle avait pu s'enfuir, alors, dans l'urgence, son papa a pu la faire partir. Aujourd'hui, elle a bientôt fini son CFC. CFC d'assistance en soins communautaires. Bravo! Là-bas reste son papa et 8 sœurs. Le pays est frappé par une terrible sécheresse. Jusqu'il y a peu, 2 tiers de la nourriture importée vers la Somalie venait de Russie ou d'Ukraine. Alors nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vous regarde, je me regarde. Qui sommes-nous dans cette salle? D'abord, nous sommes ici parce que nous avons conscience de la gravité de la situation et que la crise de la vie et du climat est vitale pour nous aussi ici. Le professeur Farhat vient de clarifier. Je vais aussi essayer de résumer cette situation. À part cela, nous sommes des gens pleinement engagés, ou la plupart d'entre nous, dans la vie. Nous sommes des professionnels, des gens de la santé, de l'enseignement, de la recherche, de l'économie, des services publics, des écoliers, des gymnasiens, des étudiants, même des retraités qui, par essence, n'ont rien à faire. Par exemple, je pense à vous, médecins, il y en a 2 3 là. Vous avez une rude tâche. Il s'agit d'être avec vos patients, il s'agit de sauver vos patients, il s'agit de les soigner, vous n'allez pas abandonner cette tâche. Il y a 2 ans, on vous applaudissait aux fenêtres. Bravo. Pourtant, on n'a guère allégé votre travail. L'autre jour, mon médecin, à qui je demandais d'envoyer la radio qu'il m'avait prise avant
au médecin suivant qui devait continuer le traitement a dit « j'ai pas le temps ». À qui la faute? Légalement, c'est pas juste, mais à qui la faute? Je pense aussi à tous ces jeunes qui se demandent ce qu'ils seront plus tard. Autrefois, le fils du cordonnier avait sa voix toute tracée, il reprenait les chopes de son papa. Mon papa était ingénieur civil. Je suis devenu ingénieur physicien. Facile. Hier, j'étais sur la montagne de Moutier. Agriculture difficile dans un pays, dans un terrain très caillouteux. C'était dans un domaine traditionnel. J'ai vu la jeune génération, admirable. Mais quel courage, quelle force et quelle imagination ces gens doivent avoir pour faire face à leur avenir incertain. Là-bas, ils l'ont. Je pense très particulièrement à tous nos jeunes grévistes du climat, les zadistes et autres engagés pour un monde différent. Je les connais un peu et je les admire. Et c'est la même ritournelle, le courage, la force et l'imagination dont ils font preuve pour faire face à leur avenir incertain. Bravo. Au passage, remarquons le malvenu effort de notre système judiciaire qui veut se convaincre que ce sont des criminels. Épiphénomène honteux et ridicule, il passe aux poubelles de l'histoire. Anne-Marie, d'ailleurs, y travaille fortement. Elle nous dira sans doute quelques mots à ce propos. Et moi, et vous, alors? Alors moi j'ai des héros, j'ai quelques héros. Oh, Greta Thunberg, écolière à 15 ans, elle fait ce qu'elle a fait. Et puis elle a bouleversé le monde avec ça. Vous connaissez Vanessa Nakate. Bon, c'est un peu la même chose, tout petit peu plus, 3 ans plus, toute morte. Et venant de... Elle est hollandaise, admirable. Il faut la lire. Je connais aussi, en métier, Aurélien Barraud. Lui, c'est un spécialiste mondial de la gravitation quantique. Ça vous dit quelque chose? Mais non, lui, il a laissé tomber. Non, il n'a pas laissé tomber. Mais à côté de la gravitation quantique, en restant l'expert mondial, un expert mondial du domaine, il s'est lancé à corps et âme pour sauver la planète. Je pense aussi à Guillermo Fernandez. Vous connaissez l'histoire? Il a lu le rapport du GIEC qui était sorti en août de l'année passée. Il a des enfants, il est informaticien. Il a dit, mais ça ne va pas comme ça. C'est foutu la vie pour mes enfants. Mais c'est vital. Puis il a lancé cette grève de la faim sur la place fédérale. Les verres sont pleins, les verres sont vides, moitié plein, moitié vide. Il n'empêche que la conséquence est que le Parlement a été appelé en séance spéciale pour apprendre du GIEC ce qu'est la situation. Il manquait les 2 tiers du Parlement. Et moi, je peux vous dire, bien sûr, ils disent, on connaît tout ça. Hein? Ma petite expérience me dit, non, ils ne connaissent pas tout ça. Beaucoup ne connaissent pas tout ça. Ce sont des citoyens qui ont décidé de ne pas laisser aller. D'ailleurs, c'est vital. C'est ce que nous devons tous être. Maintenant. Et alors là, Antoine, je vous dis, 30%, vous avez la solution. En tout cas, un début de commencement de solution. 30%. On décide aujourd'hui, on diminue notre empreinte de 30%. C'est pas la fin. Mais on commence ce soir, demain matin. Eh oui, c'est faisable. Nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceux qui viennent après eux, parce que
les espèces disparues ne reviennent pas, et parce que le CO2 que l'on envoie dans notre atmosphère, il y est pour des dizaines de milliers d'années. Voilà. Merci.